Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire avec Gaylord de Finreca. C'est un webinaire qui est organisé avec HEC dans le cadre, nous, de nos différentes interventions du côté de Seed Legals, et on est ravis du coup de pouvoir parler ce matin de comment maîtriser les différents mécanismes de financement et comment financer sa startup. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Vous êtes plus d'une centaine d'inscrits, donc ça montre qu'il y a un intérêt sur le sujet. Forcément, quand on parle de lancer un projet, se financer, c'est essentiel. Et on va du coup en parler ce matin. Donc, on a le plaisir de te recevoir, Gaylord. Merci encore d'être ici avec nous. On va te donner la parole dans quelques instants pour te présenter, nous dire un peu ce que c'est que Finreca. Il y a aussi BPA, mais tu vas nous en dire plus. Et donc, avant ça, c'est fait partie aussi de la série de webinaires qu'on organise avec HEC Incubateur, qu'on remercie encore une fois pour ce partenariat. Nous, on est à Station F avec Seed Legals France à l'incubateur HEC. On bénéficie de leur accompagnement. Et n'hésitez pas aussi de parler. Là, je fais une petite parenthèse sur le chat, sur Livestorm. Donc, on peut se dire bonjour à tous. Bonjour Lisa, à toi aussi. Et donc, n'hésitez pas donc, à parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger avec Gaylord, on va balayer les différents sujets qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et à la fin, on va se réserver 10-15 minutes où on va du coup, balayer vos questions. Vous connaissez le principe de Livestorm. Si vous ne le connaissez pas, il y a le chat en haut à droite. Vous avez des questions. Les questions, posez-les dans le petit onglet questions, ça fait court. Sinon, dans le chat, on pourra les balayer ensuite, mais le mieux, c'est qu'elles soient dans les questions. Et puis, on va du coup parler un petit peu de tout ça. Je crois qu'on a désactivé ta vidéo de ton côté, Gaylord, mais on va te retrouver, je pense, dans une petite seconde. En tout cas, merci en tout cas pour être là, Gaylord. Je crois qu'on a perdu ta vidéo, mais elle va revenir. Donc, en 2 mots pour présenter Seed Legals. Seed Legals, c'est une plateforme qui permet de digitaliser l'ensemble des opérations sur le capital, que ce soit le financement, donc financement privé, d'où la complémentarité et d'où ce webinaire avec Finreca. Donc, augmentation de capital sous forme de BSAR. Gaylord nous a quittés, génial. Donc, on va continuer ce webinaire avec Gaylord qui va nous retrouver, je pense, dans quelques instants. Et on permet aussi de digitaliser l'ensemble des opérations, donc sur le capital, comme je disais, sur la partie partage du capital, actionnariat salarié et aussi actionnariat pour des advisors. Donc, on est une société qui a été initialement créée en Angleterre. On fait plus d'une centaine d'opérations, 120 opérations par mois ces derniers temps. Ça a très bien fonctionné et c'est la raison pour laquelle on a lancé du coup les services de Seed Legals sur le marché français. Moi, je suis en charge du développement du marché français et c'est la raison pour laquelle on est à Station F avec notre partenaire HEC Incubateur. Donc, je vais peut-être pas passer la parole à Gaylord parce que il n'est pas là, il a dû se déconnecter pour des raisons de connexion. On va continuer, c'est pas grave, il va nous retrouver. Et sur la présentation, donc Gaylord se présentera quand il va se reconnecter. Donc le sommaire ici qu'on va balayer ensemble. Donc c'est d'abord les mécanismes. Donc on va aborder les sujets mécanismes dilutifs, non dilutifs, de manière assez succincte, assez générale, pour ensuite les balayer. Donc, bien sûr, il y a le point 2 sur la procédure et mise en place des mécanismes de financement. Pareil, on va balayer ces différents sujets. Et enfin, on verra sur un peu la roadmap, les complémentarités des mécanismes, et surtout en phase avec la maturité. Je suis content de te retrouver, Gaylord. Je me suis dit, tu as disparu, mais je suis content du coup de te retrouver. Donc, tu vas nous dire maintenant et nous présenter un petit peu à toi ton parcours, Finreca, ce que c'est, surtout les mécanismes donc non dilutifs, mais qu'est-ce que c'est? Donc peut-être pas en détail parce que ça on va en parler pendant tout le webinaire, mais en 2 mots sur du coup Finreca. Bien, bonjour à tous et tous. Merci Florent et merci à toute l'équipe de Seed Legals pour ce webinaire. Merci aussi aux équipes d'HEC d'être à cette initiative et nous permettre d'échanger sur le thème du financement de la startup plus largement et en ce qui me concerne sur la partie non dilutive. Je suis responsable des opérations de Finreca, donc finreca.fr. C'est un projet, c'est pas une entité, un projet qui est porté par l'entreprise BPA, un cabinet de conseil en innovation qui existe depuis 2013. Donc, historiquement, notre métier, c'est d'accompagner les startups qui ont déjà levé entre 1 et 10 et qui nous sollicitent pour itérer sur leurs projets d'innovation.
L'idée, c'est d'aller chercher des aides à l'innovation, donc des prêts participatifs, mais aussi des concours nationaux, et ou solliciter des rescrits pour obtenir le statut GEI, effectuer le suivi des dépenses CIR et le calcul du CIR, évidemment. Aujourd'hui, donc, il sera question pour ma partie d'évoquer les cycles de financement et de vous éveiller, de vous apporter des compléments d'information sur le financement qu'on appelle, nous, institutionnel, qui est plus communément appelé le financement public, les implications entre la partie de Florent, entre le privé et le public. Merci encore, Florent, et puis encore une fois, ravi de pouvoir vous présenter notre activité chez Finreca. Merci pour cette présentation, avec plaisir. Hein. Il y a une complémentarité évidente justement entre les activités de Finreca et de Seed Legals. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, ce que je vous propose. Donc, les mécanismes dilutifs, non dilutifs. Le premier point. Donc, sur la partie financement privé, très souvent, quand on crée, vous le savez, un projet, et quand on lance sa startup, on passe par quoi? On passe par un mécanisme qui est c'est d'abord les fonds propres. Et les fonds propres, c'est de dire, on a un capital de départ. Est-ce que ce sont les fondateurs qui vont l'apporter? Généralement, c'est le cas. C'est le cas. Est-ce que c'est un capital qui est de 100 euros, qui est de 1000 euros, qui est de 10 000 euros, 80 000 euros? Bon, tout le monde n'a pas le même patrimoine, tout le monde n'a pas les mêmes fonds propres. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au départ, on se lance comme ça. On peut éventuellement bénéficier, mais Gellard va nous en parler aussi, de subventions au départ, initialement, etc. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est des financements. Généralement, pour avoir des prêts bancaires, quand on est une startup, quand on veut développer un projet assez innovant, il y a un risque. Les banques sont pas très à l'aise avec le risque, vous le savez, et donc souvent on passe par des financements qu'on dit privés, auprès d'investisseurs privés, et cette forme d'investissement du coup peut être multiple, à savoir ça peut être une augmentation de capital, donc une émission d'actions nouvelles, et ces investisseurs vont soutenir ces actions nouvelles, donc investir des financements dans la société, ce qui va permettre de se développer. Et ce mécanisme-là, c'est soit donc une augmentation de capital, soit un mécanisme qui est de plus en plus répandu et basé sur les pratiques anglo-saxonnes aux États-Unis, au UK également. Et ça, c'est un mécanisme qui est un mécanisme donc de quasi-equity. Donc, ce n'est pas une augmentation de capital, mais ça permet de financer de manière assez souple, on va y revenir un peu plus en détail ensuite, les startups et le projet pour après coup, faire une augmentation de capital. Mais on va y revenir. Et après, il y a aussi d'autres mécanismes. Et ces autres mécanismes, pour cette partie privée, ce sont quoi? Il y a des comptes courants d'associés aussi. Comptes courants d'associés, c'est un petit peu différent. C'est en fait des associés qui, eux, injectent de l'argent de leur poche aussi. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que je disais sur les fonds propres. Mais là, pour le coup, c'est un prêt. Donc, ce sera remboursé ou alors ça peut être aussi converti éventuellement en actions du côté des fondateurs. Mais ça, c'est le principe donc des comptes courants d'associés pour financer. Donc, c'est les associés qui financent. Il faut un minimum, généralement, de 5% du capital qui est détenu par les associés qui apportent et qui font ce compte courant auprès de la société pour financer le projet. Et puis après, on a ce qu'on appelle aussi les obligations convertibles. Donc, il y a une certaine similitude entre le BSR et les obligations convertibles parce que c'est une logique d'option. Et cette logique d'option, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on engage et on finance côté investisseur. Et ensuite, donc l'obligation convertible, la particularité, c'est qu'on peut éventuellement se faire rembourser le montant investi avec des intérêts, bien sûr, etc. Ou alors, on peut convertir cette obligation en action. Donc, on voit qu'il y a une sorte un peu de similitude entre ce mécanisme du BSR, sauf que le BSR, lui, c'est pareil, c'est une option, mais qui ne peut pas être remboursée. On va y revenir. Et le compte courant d'associé, on voit aussi, côté obligation convertible, comment ça peut se passer, mais c'est côté associé. Et donc là, si on rentre un peu dans ce détail sur les mécanismes de BSR et de levée de fonds, pourquoi on fait un petit focus sur ces deux principaux mécanismes? Donc la levée de fonds, c'est l'augmentation de capital. Et le BSR, du coup, c'est un financement, comme je l'ai dit très rapidement, donc qui est issu des pratiques, et là, comme c'est écrit sur cette slide, des pratiques US. Donc, en 2003, c'est l'accélérateur Y Combinator qui a mis en place ce mécanisme et qui a développé ça. Mais pourquoi? Quel est le rationnel derrière? En fait, c'est de se dire, quand on a un projet qui est vraiment au tout départ, on a fait la phase d'idéation, on n'a peut-être même pas encore d'entité, mais on va la créer suite à un projet. Et là, ce sera hyper intéressant de corréler ça avec ce que va nous dire Gaylord. Et donc, on se dit, on a un besoin de financement. On a besoin de financement, mais si on fait une augmentation de capital, et par exemple, qu'il y a un investisseur qui veut financer à hauteur de 100 000 euros,
pour avoir, je sais pas, peut-être 20% de la société, je dis n'importe quoi en termes de pourcentage, c'est un exemple. Et ben là, en fait, on va arrêter un prix par action, on va arrêter une valorisation. Parce qu'avec une règle de 3, si je mets 100 000 euros dans la société, j'injecte ça et j'en ai en contrepartie 20% du capital, et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% égale 100 000 euros. Donc, pour faire 100%, on multiplie par 5. 5 fois 20, ça fait 100%. Ce qui nous dit que bah, la valorisation de la société, ce sera de combien? Ce sera 100 000 fois 5, 500 000 euros. Pourquoi pas? Mais on arrête une valorisation. Et cette valorisation, éventuellement, si les montants sont différents et plus élevés, peut-être éventuellement bloquante. Parce qu'on se dit, en fait, sur quoi je me base pour valoriser la société et pour fixer un prix par action? Bah, cette problématique, justement, c'est celle que permet en gros de faciliter le BSR. Donc BSR pour bon de souscription d'actions par accord d'investissement rapide, donc qui est l'équivalent français du point de vue juridique du SAFE, qui est du coup l'équivalent américain développé par Y Combinator, qui est Simple Agreement for Future Equity. Voilà, ça c'est l'équivalent. Et donc pour revenir à ce que je disais, le rationnel derrière, c'est quoi? Bah, c'est de se dire, on va pas forcément se poser la question, bien sûr on va se la poser, mais on va pas arrêter la valorisation de la société parce qu'en fait on sait pas, on dépasse, on est à peine à la phase d'idéation, on se dit combien vaut la société, ben on sait pas trop, on n'a pas de chiffres, on a développé quelque chose et on a que un business plan basé sur un spreadsheet avec des futurs revenus, mais c'est purement hypothétique. Donc ça va permettre de faciliter cette question là sur la fixation de la valorisation et de la repousser à un prochain événement qui sera là pour le coup la levée de fonds suivante et qui permettra de fixer une valorisation avec d'autres investisseurs sur une base un peu plus concrète, entre guillemets, que purement qualitative ou hypothétique, qui est le projet au départ. Et ça aussi, on le voit sur cette slide, le BSR, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est un peu une logique d'option, c'est-à-dire que on finance en tant qu'investisseur dit R au départ, on va mettre 20 000, 100 000 euros, et c'est une fois la survenance d'un événement ultérieur qui va se passer, donc une levée de fonds future, que là, il va y avoir l'entrée de ces investisseurs au capital, d'où la logique d'option, avec des, bien sûr, conditions avantageuses parce qu'ils ont pris un risque. Et ce risque, il doit être récompensé et c'est du coup la raison pour laquelle il y a des conditions avantageuses. Et enfin, pour terminer sur ce point et la différence, c'est que les formalités, comme vous pouvez le voir aussi sur la slide, en fait, c'est pareil, ces formalités sont remises autour de financement, donc qui aura lieu peut-être dans 12, 18 mois, sur la base de, voilà, quelle est votre logique de financement et combien de temps ça va vous permettre de tenir avec le financement sous forme de BSR pour arriver jusqu'à cette levée de fonds. Et ces formalités seront réalisées là. Donc, vous n'aurez pas à réaliser de formalités liées à l'augmentation de capital qui aura lieu lors du prochain tour de financement d'augmentation de capital. Voilà pour un petit descriptif de ces deux mécanismes et pourquoi aussi on fait ce focus, parce que c'est quelque chose qui est très pratiqué dans l'écosystème des startups. C'est pas forcément non plus la pratique vraiment absolue, hein. Il y a bien sûr des exceptions si vous mettez d'accord sur une valorisation. L'exemple que je donnais de 100 000 euros pour 20%, et ça, bon, ça fait beaucoup hein, côté fondateur. Hein, attention, parce que en termes de dilution, il faut aussi maîtriser sa dilution pour éviter de perdre complètement le pourcentage du capital et la gouvernance arriver au deuxième tour de financement. Donc, faites très attention avec ça également. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand on finance un projet, on veut dire, par exemple, on veut lever 500 000 euros, ça ne veut pas forcément dire 500 000 euros purement avec des investisseurs privés. Il y a 500 000 euros qui peut être ventilé, donc 200 000 avec des investisseurs privés, ensuite du prêt, de la dette auprès d'une banque peut-être, mais bon, pas au tout départ parce que les banques sont assez frileuses, et ensuite le reste avec Finreca qui va nous en dire plus. Et d'ailleurs, sur cette partie, je te laisse la parole parce que c'est ça, les financements institutionnels et la complémentarité qui existe entre les deux. Je crois que tu es en mute, Gaylord. J'enlève le mute, pardon. Merci. Effectivement, la question de la dilution, c'est un sujet. Il faut essayer de garder le contrôle, comme tu disais très justement. Et puis, le meilleur moyen d'envisager un bon parcours de financement au sens large, c'est de bien articuler à la fois le volet privé et le volet institutionnel. Donc, comme tu l'évoquais aussi sur les premières slides, on peut démarrer avec un capital social, du moins une mise de départ, qui peut être soit du capital social, soit du compte courant. Souvent, c'est un mix entre les deux.
voilà, c'était évoqué sur cette slide. Donc, quand on cumule son CCA, enfin le solde du compte courant plus le capital social, on peut avoir une mise de départ assez faible et on peut alors aller chercher un prêt d'honneur pour compenser une petite carence en termes d'apport personnel. On ne peut pas tous mettre 10, 15 ou 20 cas sur la table au départ d'un projet d'entreprise, mais avec 1000 euros, avec un bon projet et des livrables de qualité, on peut très bien s'adresser à un réseau de prêts d'honneur, quelle que soit sa région, hein, les réseaux de prêts d'honneur, que ce soit le réseau Entreprendre, le réseau Initiative ou France Active, et maintenant, depuis peu, la BPI, qui propose un prêt d'honneur, vous permettent d'obtenir un prêt personnel. Donc, c'est un prêt au dirigeant ou à la dirigeante qui doit être injecté dans les comptes courants et donc renforcer ou constituer vos fonds propres. Ce prêt d'honneur est toujours couplé à un emprunt bancaire, c'est-à-dire qu'on va vous demander systématiquement d'obtenir un accord de banque pour obtenir un prêt d'honneur. Et aujourd'hui, même s'il reste difficile d'obtenir un prêt pour financer autre chose que du corporel, c'est-à-dire des investissements corporels, du matériel, certaines banques jouent le jeu et vous permettent d'obtenir jusque 40, 50 K max un prêt pour financer du BFR en se contentant, entre guillemets, d'une garantie de la BPI. Donc, le prêt d'honneur conjugué au prêt bancaire vous permet d'avoir un matelas de trésorerie suffisant pour commencer vos premières dépenses et avancer vers votre preuve de concept. Dès lors que vous aurez le prêt d'honneur, vous aurez davantage de fonds propres et alors vous pourrez commencer à solliciter des subventions, ce que vous voyez en troisième niveau, les premiers niveaux de subventions qui vous permettent de financer souvent les études de faisabilité, les premières dépenses qui sont très liées aux incertitudes liées à un projet, d'autant plus s'il s'agit d'un projet innovant. Quand je parle d'innovation, je parle d'innovation technologique. Alors, dès lors, vous pourrez commencer à solliciter des prêts ou des avances remboursables, soit au niveau de la région ou au niveau de la BPI. Chaque strate de collectivité propose des financements, mais ce sont les régions qui sont quand même les plus gros donneurs d'ordre, si je puis dire, en termes de financement institutionnel. Alors après, il y a deux écoles, hein. Il y a des régions qui sont plus sur les subventions. Donc là, ce sont des appels à projets au concours, comme par exemple l'Île-de-France, et d'autres régions comme la Normandie ou la Nouvelle-Aquitaine ou Grand Est, par exemple, qui sont plus orientées vers des prêts. Donc, leur force de frappe, en termes de volume de dossier, est plus importante. Mais un prêt, évidemment, ce n'est pas une subvention. Il a vocation à être remboursé. Petite précision sur l'avance remboursable. En fait, c'est un prêt qui peut être en partie, mué en fait en subvention si une partie du projet échoue. C'est-à-dire si l'objectif d'innovation n'est pas atteint ou si l'objectif de chiffre d'affaires en export, si on est sur une problématique d'export, n'est pas atteint. Donc, l'avance remboursable, on est entre le prêt et la subvention. Et les prêts que j'évoque ici, ce sont des prêts sans garantie, pas toujours à taux zéro, pardon. On peut avoir des prêts à 1%. Souvent, on entend que le prêt innovation de la BPI est à taux zéro. Non, il est à 1% depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et puis, il y a des prêts qui viennent en complément de levée de fonds qui sont aux alentours de 3, 3,5%. Ça reste très, très compétitif dans la mesure où la prime de risque pour le dirigeant est nulle. C'est un prêt sans garantie et la prime de risque, à l'inverse, pour le financeur, est élevée. Les garanties viendront toujours en complément de vos financements bancaires. Florent évoquait très justement le recours à un financement bancaire, tout simplement pour aller chercher de la trésor ou financer des investissements. Mais des organismes de caution vous permettent de faciliter la décision de la banque et permettent aussi d'alléger, voire de supprimer complètement votre signature, c'est-à-dire le fait de vous porter garant n'est pas une fatalité quand on sollicite un emprunt bancaire. Enfin, dernière étape, l'exonération et les crédits d'impôt. Ce sont des mesures incitatives pour favoriser les projets d'innovation et accompagner la problématique liée aux incertitudes quand on démarre un projet d'innovation. On peut identifier des verrous technologiques qui vont être difficiles à lever et dans ce cas-là, c'est quand même plus confortable d'avoir une partie significative des investissements et des charges personnelles qui seront supportées par la puissance publique au sens large. Donc, le parcours de financement, de manière générale, c'est très spécifique. Ça s'insère dans un écosystème assez complexe avec beaucoup d'acteurs, mais j'ai souhaité sur cette slide bien segmenter chaque dispositif en présentant la nature et la finalité pour vous permettre d'y voir plus clair. Parce que
C'est vrai, hein, avec Finreka d'ailleurs, toi, c'est un moteur qui te permet aussi de pouvoir en fait lister, l'ensemble de ces différents, moyens de financer de manière non dilutive, les projets et en fait, il y en a des centaines, des centaines et des centaines. On c'est énorme, tout ce qu'il y a et en plus de ce que je comprends et de ce que tu as dit, on a, région par région des spécificités. Aussi se pose la question de où potentiellement immatriculer sa société pour, ben, bénéficier peut-être d'une rapidité un peu plus importante, côté, organisme, pour bénéficier de subventions ou autre. Il y a tout ça, donc j'ai plein de questions pour toi, Gaylord, mais je pense qu'on va balayer là. L'idée, c'était vraiment de présenter de manière assez générale et succincte ce dont tu viens de parler, hein, donc ces différents mécanismes, les natures des aides, de notre côté plutôt sur la partie privée. Et pour la suite, là, ce dont on va parler, c'est un peu plus en détail, sur la partie financement privé. Comment on va chercher des investisseurs? Donc ça, c'est vraiment la question un peu à 1 million d'euros, ou ça dépend combien vous levez, hein, peut-être un peu moins. Mais souvent, c'est comment je me prépare pour aller chercher des investisseurs et comment je vais trouver des investisseurs et qu'est-ce que je leur dis. Donc ça, on va peut-être pas aller vraiment dans le détail de ces aspects parce que ça pourrait être un webinar à lui tout seul sur ce sujet et j'ai pas envie de monopoliser la parole, c'est pas le but. On a la chance d'avoir Gaylord qui va nous présenter l'ensemble des aides et des financements institutionnels, donc autant en profiter. Et d'ailleurs, sur ce point, on organise plusieurs webinaires, hein, comme on l'a dit au tout début avec HEC. On en a 3 par trimestre, parce qu'il y a des batchs, hein, tous les trimestres côté HEC avec des super boîtes. Donc, on aura l'occasion de vous en parler. On a d'ailleurs fait aussi un autre webinaire avec un incubateur sur le sujet. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog de Seed Legals avec les ressources. On a tout là-dessus, sur ces sujets. Donc, vraiment, rendez-vous dessus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Avec plaisir pour en parler. Ça, c'était donc les petites 10 secondes de promotion. Mais pour revenir sur le sujet, là, comment préparer une levée de fonds? Les principales questions à se poser, vous le voyez, hein, c'est quoi? Il faut préparer un pitch deck. Et pour préparer un pitch deck, c'est quoi? C'est quelle est l'équipe? Quel est le marché adressable? Quel est le besoin de financement? Aujourd'hui, on parle justement de ce besoin de financement et le besoin de financement, comme j'ai pu le dire aussi un peu avant, c'est pas uniquement le financement privé. C'est pas on veut lever 500 000 euros et c'est que du financement privé parce que ça vous permet aussi de jouer, vous, et c'est votre rôle en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, de jouer au départ votre rôle de directeur administratif et financier ou directrice administrative et financière. Parce que c'est vous qui êtes aux commandes de ces éléments et vous devez aller chercher des financements pour mener à bien votre projet. Et il existe donc une multitude de moyens pour le faire. Et quel profil d'investisseur? Bon, on sait très bien qu'au départ, les investisseurs qu'on va aller chercher quand on lance le projet, c'est des amis, c'est peut-être la famille, c'est des proches en tout cas, ce qu'on appelle friends and family ou love money en français. Donc au UK, on utilise moins le terme love money, peut-être une autre connotation qui peut venir, mais et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est des personnes qui vont financer le projet plutôt vous que le projet, parce qu'ils tiennent plus à vous qu'au projet, en tout cas pour le réseau vraiment proche. Donc ça, c'est au tout départ. Et après, on va chercher des business angels et voir ensuite des fonds d'investissement. C'est la logique classique. Je ne vais pas aller plus loin. C'est assez simple à comprendre. On y reviendra aussi dans d'autres webinaires et on a déjà des éléments dessus sur notre blog. Et ensuite, comment choisir son lead investor? Parce que souvent, en fait, là, c'est plutôt dans des stades de maturité un peu plus avancés. Donc, en seed, par exemple, ce qu'on appelle le seed, c'est généralement un tour de financement avec des investisseurs privés professionnels. Et souvent, en fait, il y a un investisseur avec qui on négocie les principaux termes dans une lettre d'intention qui se transforme ensuite dans le pacte d'associés sur comment ces personnes-là vont entrer dans le capital et comment vous allez gérer votre gouvernance, comment vous allez avoir vos rapports avec ces partenaires, parce que c'est sur du long terme. Quand on parle de financement auprès d'investisseurs privés, on n'est pas dans une logique spéculative à court terme. On est dans peut-être une logique spéculative à long terme, mais ça, quand je dis long terme, c'est quoi? C'est entre 7 et 10 ans, généralement, peut-être un peu moins pour certains business angels qui financent au départ, mais bref. Voilà, pour ça. Et pourquoi lead investor? Parce que vous allez négocier avec lui et les autres investisseurs vont aussi, du coup, s'aligner sur les termes négociés avec le lead investor. Donc, c'est celui qui va gérer et être à l'initiative de la négociation avec vous, entrepreneuses, entrepreneurs. Et après, c'est le roadshow. Bon, le roadshow, si on parle de roadshow, ça, c'est plutôt un peu au début. Ce serait plutôt après le pitch deck, si on fait dans l'ordre chronologique. Parce qu'une fois qu'on a préparé ces éléments, on va aller chercher des investisseurs. C'est ce qu'on appelle le roadshow, aller
rencontrer ces différents investisseurs en fonction des profils qu'on vise. Et voilà pour ces petits éléments. Mais là, du coup, ce qui est assez intéressant de voir, c'est ton côté aussi. Alors, comment ça se passe, toi, pour préparer du coup un dossier de financement public? C'est pas forcément évident, ça doit changer, à mon avis, à chaque fois en fonction des aides, en fonction des administrations, des organismes auxquels toi, tu dois aller voir et avec qui tu échanges. Donc, comment ça se passe concrètement? Alors, c'est bien d'avoir quelques repères et de poser les balises, enfin les règles du financement institutionnel, donc qui sont des règles plus d'usage. Hein. Je ne vous parlerai pas des règles communautaires ici, comme le règlement des minimis, mais c'est bien la première, là, ce que nous on appelle la règle d'or, c'est celle des fonds propres. 1 euro de fonds propres. Donc par fonds propres, j'entends les fonds propres au sens large, c'est-à-dire le capital social, les comptes courants, les obligations convertibles, c'est-à-dire les fonds propres et les quasi-fonds propres. 1 euro de fonds propres égale 1 euro de financement public. C'est un raccourci, mais c'est un raccourci que je vous invite à bien intégrer, car sans fonds propres, on ne peut pas aller chercher de financement, et avec 24 fonds propres, ça va être difficile d'aller chercher plus de 24 financements. Vous comprendrez alors que la question des fonds propres, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on clôture un exercice, même en ayant étendu son premier exercice à 18 mois pour lisser les premières dépenses et éviter d'avoir une perte trop importante, et qu'on s'oriente vers une perte significative, là, l'intervention d'une levée, même en seed, ou de toute façon, quoi qu'il arrive, un apport en compte courant ou en capital, une injection de fonds privés devient primordial, essentiel, si vous voulez continuer votre parcours de financement public. Donc, toujours avoir un œil sur son niveau de fonds propres, ce qui suppose évidemment de rester attentif à l'évolution du bas de votre compte de résultat, et s'il y a déficit qui se profile, il faut anticiper cette question, enfin cette problématique, pour aller chercher de nouveaux fonds propres et continuer votre parcours de financement institutionnel. J'évoque des exceptions. Il y a des exceptions à la règle. Il y a le concours iLab. Avec 0 € de fonds propres, on peut aller chercher sur le papier 600 000 euros. La concurrence est intense sur le concours iLab. Cela étant, il échappe à la règle des fonds propres. Et puis la bourse French Tech, ça échappe en partie à la question des fonds propres. Je vous recommande quand même de présenter un dossier avec au moins 15 cas. 115 cas de fonds propres, ça va être compliqué d'aller chercher une BFT, encore moins une BFT émergence. Mais on peut aller chercher 30 cas avec 15 cas de fonds propres en BFT, ou 90 cas avec 15 cas de fonds propres en bourse French Tech émergence. Donc ça, c'est la première règle qu'il faut bien retenir. Ensuite, sur l'intensité des aides, on va jamais financer 100% de votre besoin. Vous allez toujours avoir, dans le meilleur des cas, en dehors de la BFT qui est à 70%, le plus souvent c'est 50% de votre assiette de dépenses qui seront financées par la collectivité, on va dire, au sens large. Troisième règle très importante, et ça d'ailleurs je fais une parenthèse, mais la chronologie et l'interdépendance des aides. Notre moteur de recherche Finreca restitue en intégrant cette problématique de chronologie. Si sans fonds propres, on ne peut pas solliciter de financement public, il devient évident qu'on doit d'abord restituer les dispositifs qui permettent de constituer ou de renforcer des fonds propres, comme les prêts d'honneur, et ensuite restituer les premiers niveaux de subvention. Donc, on ne peut pas aller chercher une aide à l'innovation qui démarre, par exemple, à 100 K avec 54 fonds propres. Ce n'est pas possible. Il faudra trouver une solution, soit par la levée privée, soit par des prêts d'honneur très importants. Enfin, l'incitativité des aides, eh bien, il y a toujours un objectif derrière. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place des financements publics? Pourquoi est-ce qu'on incite à créer des entreprises? C'est aussi pour créer de l'emploi. Et on va avoir des disparités entre les régions, parce que les bassins, enfin les territoires ont des problématiques de bassins d'emploi ou des problématiques économiques qui ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes sujets dans le PACA que dans le nord de la France, qu'en Île-de-France ou qu'en région Grand Est. Donc on va avoir des orientations plus ou moins marquées en faveur de certains secteurs d'activité. Par exemple, dans la région francilienne ou en région Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de dispositifs pour financer les projets innovants. Si on est sur un projet agricole, on va être très bien en région Bretagne ou en région Normandie. Voilà. Je ferme cette parenthèse, mais en termes d'incitativité, il faut bien retenir que ce qui est soutenu dès le niveau de prêt d'honneur,
c'est quand même la création d'emplois in fine par votre projet. La création de richesse, c'est ce qui va permettre à votre entreprise d'être durable, mais la création d'emplois, c'est ce qui va être déterminant pour les décideurs, les élus, quand il s'agit de subventions régionales, par exemple, de flécher des dispositifs et des fonds en faveur de projets d'entreprise. Non, c'est hyper clair. Et des fois, on entend, enfin, en tout cas, j'ai vu des sociétés, enfin, des startups qui disaient: «Ah, mais j'ai fait une demande de bourse French Tech pour parler de cette aide, hein», mais après on décrira, parce qu'il y avait une question justement sur quelles sont les autres aides, et cetera, mais on rentrera un peu plus dans le détail par la suite. Mais ils disent: «OK, bah, moi je pouvais avoir 30 000, mais au final, j'ai eu que 20. Pourquoi?» Alors, plusieurs Après, sujets. Pardon, Florent. Il y a la question de l'assiette de dépenses qui a été posée. Le conseiller BPI, enfin l'analyse, a peut-être jugé que parmi dans toutes les dépenses, toutes ne rentraient pas dans le scope de l'innovation en tant que telle, ou ne rentraient pas dans les logiques de faisabilité. Il y avait peut-être une problématique de fonds propres s'il n'y avait on va dire, pas tout à fait 15 cas de fonds propres. La question s'est c'est posée. Ou ça. alors le plan de financement n'était pas optimisé. Faut bien se souvenir faut bien intégrer que la bourse French Tech, c'est 70% des dépenses qui supposent d'avoir 30% de trésor à minima pour financer le complément et atteindre son objectif. Si on n'a pas la trésor en face, ce qui est indépendant des fonds propres, parce qu'on peut avoir déjà consommé une partie de ses fonds propres au moment où on dépose la bourse French Tech, donc est en carence de trésor, il va y avoir un produit en croix qui peut être fait aux dépens de l'enveloppe. Généralement, c'est quand même des dépenses qui sont de l'assiette de dépenses qui sont retraitées par l'analyse qui considère que ça ne rentre pas dans le scope de la BFT. OK. OK, c'est clair, parfait. Bah, c'est peut-être ça, ils ont pas construit le dossier comme tu l'as bien décrit, d'où l'importance d'avoir ces éléments. Et aussi, il y a une question que je prends à la volée, parce que je trouve ça intéressant par rapport à la règle d'or dont tu as parlé, qui est effectivement, il faut des fonds propres, il faut de la trésorerie pour bénéficier des aides et d'avoir, ben, quasi un équivalent 1 pour 1, et après, de pouvoir mener à bien son projet. Mais la question, c'était sur le crowdfunding. Est-ce que du coup, le crowdfunding peut-il être intégré dans le financement? Ça rentre dans termes de trésor, Alors, après, bonne question. c'est le crowdfunding. Est-ce qu'on parle de crowd equity? Donc, la différence en deux mots, le crowdfunding, bah, c'est des dons, hein, généralement, que ce soit sur différentes plateformes de crowdfunding, bah, on peut se faire financer ses projets et avoir de la trésorerie qui va arriver. En mon sens, c'est de la trésorerie, parce qu'il n'y a pas en contrepartie du capital qui est donné. Ça, c'est l'autre qui s'appelle le crowd equity, auquel cas, là, il y a un investissement et en contrepartie, il y a un pourcentage du capital qui est détenu par ceux qui ont participé à ce crowd equity. Généralement, c'est une entité qui va regrouper ces investisseurs pour éviter que tous rentrent dans le capital ensemble. Donc, ils sont regroupés dans une entité qui, elle, a le pourcentage du capital. Donc là, ce serait peut-être du fonds propre, mais du coup, sur la partie aide, est-ce que ça rentre en compte? Question très pertinente et merci pour ces éclaircissements. Eh bien, si c'est de l'equity, oui. Si c'est du crowdfunding classique, non. La trésor permet de faire face à des dépenses, mais en aucun cas, en fait, si c'est pas si c'est pas au passif de votre bilan, c'est-à-dire en compte courant associé ou en capital social, eh bien, ça ne vous permet pas d'aller chercher des financements institutionnels. Parfait. Bon, merci Patrick pour la question. Et voilà la réponse très claire apportée. Et du coup, sur la mise en place, justement, donc ça, tu en as un peu parlé de ton côté, hein. Donc, comment préparer le dossier de subvention? Les principales questions à se poser, justement, sur l'étude de faisabilité, sur le business plan, c'est ça, vraiment les montants requis. Donc, tu en as un petit peu parlé. Ouais. Est-ce qu'il y a des compléments sur ce que tu as dit? Alors, premier élément, les budgets ne sont jamais illimités quand il s'agit de financement public, d'autant plus pour les subventions. Donc, la règle du premier arrivé, premier servi s'applique quand même assez généralement, ce qui veut dire qu'il y a une logique si ce n'est pas présenté comme un concours, il y a quand même une logique de concurrence entre les dossiers. Et la qualité des livrables à transmettre aux organismes financeurs est déterminante. Un bon projet a toutes les chances d'être financé. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire, bien au contraire. Nous, chez BPA, on a très très peu d'échecs. C'est rare de ne pas obtenir le financement sollicité, mais ça suppose
de fournir des efforts importants sur les itérations, c'est-à-dire la présentation de votre deck, mais aussi la rédaction de votre business plan et de votre prévisionnel financier, d'avoir un souci de cohérence permanent entre vos intentions et vos forecasts, enfin, vos chiffrages, et je vous recommande aussi de multiplier les itérations entre les associés ou avec des tiers éventuellement pour challenger vos éléments. Donc, nous, c'est un service qu'on propose chez Finreca, de challenger vos éléments, mais pour être sûr que dès lors que vous envoyez, déposez votre dossier auprès de l'organisme, vous n'ayez laissé aucun écueil, aucune carence dans votre dossier. L'idée, c'est quand même de couper l'arbre sous le pied de toute objection ou d'éviter toute fragilité en fait dans la présentation de votre projet. Donc, il y a une question sur comment définir le montant requis. Bah, finalement, faut pas le prendre. C'est pas le montant, le plafond de l'aide qui doit déterminer votre assiette de dépenses. Hein. C'est l'inverse, c'est-à-dire que vous définissez un plan de financement avec des ressources. Vous isolez ensuite par nature, est-ce que ça finance de la faisabilité, donc des études. Il y a beaucoup de financement pour le conseil ou pour les études dans l'univers du financement institutionnel. Est-ce que c'est de la faisabilité? Est-ce que c'est de l'invest pur? Est-ce qu'ensuite on va commencer à financer de la croissance? Bon, généralement, ce que vous allez chercher à financer, c'est quand même du BFR, de la trésorerie. Et à l'intérieur de ce BFR, vous allez avoir des études de FESA, des salaires éventuellement pour du dev. Il va falloir bien articuler les financements par phase, c'est-à-dire le premier cycle qui va vous permettre d'atteindre votre POC ou, dans le meilleur des cas, les prémices d'une commercialisation. Ce qui est assez rare. Hein. Généralement, on va d'abord jusqu'à une preuve de concept. Et pour aller jusqu'à cette preuve de concept, il va falloir conjuguer et les prêts d'honneur, les prêts bancaires, les premiers niveaux de subvention. Alors ensuite, elles peuvent être soit à l'échelle des organismes nationaux, comme la BPI. Précision tout de même, même si la BPI est un organisme national, la Banque publique d'investissement, on sollicite un interlocuteur en local. C'est à l'antenne locale, le référent innovation si votre projet est innovant, qu'il faut solliciter. Alors après, on va pas vraiment faire un choix entre une aide régionale et une aide nationale, on va plutôt les articuler. Par ailleurs, vous avez des dispositifs qui se conjuguent, c'est-à-dire c'est à la fois un dispositif régional, mais avec un complément, par exemple, de la BPI. On peut, à l'inverse, avoir une garantie bancaire de la BPI qui va être abondée par la région. Donc, on a parfois des dispositifs qui se cumulent et qui sont présentés à la fois par la BPI, par exemple, hein, et par la région. En fait, ce sont qu'un seul et même dispositif. Alors, à quel moment va-t-on se lancer? Ce que je peux vous recommander, c'est d'être vigilant sur le timing, c'est-à-dire d'être très vigilant. On ne finance que des dépenses futures. Donc, dès lors que vous avez engagé une dépense et que vous n'avez pas encore sollicité de financement, vous ne pourrez pas la faire financer. Donc, avant d'engager toute dépense, ou alors avant même, j'ai envie de vous dire, d'être immatriculé ou tout de suite post-immatriculation, posez-vous la question des financements à solliciter très en amont pour ne pas financer, par exemple, une étude quelconque, hein, même du conseil, un audit SEO, par exemple, alors qu'elle aurait pu être financée dans le cadre d'une subvention régionale. Souvent, les études de conseil sont financées à l'échelle régionale et les aides à l'innovation sont plutôt financées sur les deux tableaux, à la fois au niveau national et au niveau régional. Donc la question du timing est déterminante. D'ailleurs, je précise, il existe pas à Paris, mais dans beaucoup de régions, enfin pas en Île-de-France, pardon, mais dans beaucoup de régions, des subventions anté-création. Donc là, il faut vraiment rentrer dans le détail de l'aide. C'est possible hein, sur notre site, vous accédez à une fiche détaillée gratuitement pour avoir le détail. Par exemple, il faut solliciter l'aide avant d'être immatriculé, mais on ne l'aperçoit qu'une fois l'immatriculation effective. Parfois, il faut la solliciter 6 mois avant l'IMAT, c'est-à-dire qu'on sollicite l'aide et on a 6 mois pour s'immatriculer auprès du greffe. Et chaque région détermine ses propres critères. Donc, c'est pour bien border, enfin pour démarrer dans les meilleures conditions votre parcours de financement, retenez bien la question du timing qui est déterminante. Et ce qu'il faut retenir, c'est de toujours requêter, enfin vous renseigner sur l'ensemble de l'offre institutionnelle avant de prendre une décision de dépense et même de création de votre société, c'est-à-dire d'immatriculation. Ça, c'est hyper intéressant parce que, effectivement, moi qui avais aussi créé une société avant de rejoindre Site Légal, je ne savais même pas qu'il y avait ce type
d'aide avant d'immatriculer la société. J'étais au courant de la bourse French Tech et il y avait un certain délai. Hein, il ne faut pas dépasser 1 an, il me semble. Un an, ouais, tout à fait. Et ça, en fait, ça fait une transition sur le dernier point où on voit là un peu le parcours, la roadmap dont on a parlé à l'instant et qui, à mon sens, et en parlant, en préparant cette présentation avec Gaylord, on s'est dit que c'est hyper pertinent de parler justement de ces complémentarités, d'avoir présenté donc les grands principes comme on vient de le faire. Mais là, concrètement, ça veut dire quoi? On se lance dans un projet, on est à l'étape du concept, on n'a même pas encore immatriculé sa société, on a rencontré du coup un premier cofondateur, une cofondatrice, on est 3, super, on va se lancer dans le projet, on se dit c'est dans tel domaine d'activité, peu importe lequel, vous pouvez choisir dans la food tech, agritech, ce que vous voulez, legal tech, fintech, peu importe. Vous lancez et là, vous travaillez sur votre projet. Donc, même avant donc on est dans l'étape de concept, même avant de penser BSAR, donc on va reprendre ce qu'on s'était dit, c'est des fonds propres, on peut apporter, disons, on est 3, on va apporter 1 000 € chacun. Et on va répartir notre capital, un tiers, un tiers, un tiers. On va, je pense, donner des exemples comme ça permet de se projeter un peu plus que si on explique de manière plus théorique. Donc, si on donne cet exemple, ça veut dire qu'on a chacun un tiers, mais c'est ce qu'on s'est dit. On va mettre 1 000 €, on va créer la société. Donc là, ce que tu disais, Gaylord, c'était on peut même bénéficier d'aide avant cette création. Mais c'est sur la base, donc il y a les fiches, et ça, c'est génial, hein, c'est toute l'idée de l'outil de Finaka qui peut aider. Il faut apporter quoi? Il faut apporter un projet, une étude, c'est un deck avec une analyse de marché, avec un SWOT, peu importe ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, ouais, faut quand même apporter quelques livrables, donc une présentation du projet, et c'est un business plan avec ce qui va ressembler un petit peu au deck investisseur, hein, en version un peu plus light, certes, mais il faut quand même aller assez loin dans la présentation du projet, donc l'équipe, le marché, le projet d'innovation. Idéalement, s'il y a de l'inno, une roadmap technique que vous posez sur 24 mois, donc ça sert à rien d'aller très très loin sur la roadmap technique, mais ne serait-ce que dès le premier niveau, qui est la seule aide anté-création qu'on peut avoir en Ile-de-France, c'est la bourse French Tech, parce qu'on peut la solliciter en tant que personne physique, la BFT, on ne sait pas toujours, mais on n'est pas obligé d'être constitué en société de capitaux. Dès ce niveau-là, on va nous demander de quand même d'itérer sur le volet innovation. En région, on va avoir des dispositifs type coup de pouce en Normandie, qui sont souvent plafonnés à 10K, aux environs de 10K, mais qui sont décorrélés des fonds propres, qui sont accordés à la personne physique, qui lui permettent d'injecter en compte courant le plus souvent, ou alors de faire face aux dépenses. Savoir aussi que sur la bourse French Tech, on peut, si on la sollicite en tant que personne physique, avant d'immatriculer, dans la limite de 8 000 €, on peut utiliser ces fonds pour ses dépenses personnelles. Bon, je ne le recommande pas, je vous recommande de vous organiser autrement pour ne pas avoir à prélever sur une subvention des ressources pour vos dépenses privées et d'essayer de penser votre projet différemment en amont. Mais les aides anté-création en termes de livrables sont assez similaires à ce que vous allez devoir faire ensuite pour le prêt d'honneur et le prêt bancaire. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de vous constituer un beau deck complet qui pourra être utilisé à la fois pour la première bourse, on va dire, le prêt d'honneur et le prêt bancaire. Donc là, dans le cas présent, sur la phase de concept, dès lors qu'on a eu son premier financement, il faut assez vite solliciter le prêt d'honneur et en complément le prêt bancaire sans avoir à poser. Donc, admettons, on obtient dans le cadre d'une bourse régionale 8K, on sollicite le réseau initiative à hauteur de 15K, mais on n'obtient que 10. Ça veut dire qu'on peut injecter 18K déjà dans ses fonds propres au sens large. On va dire 1 000 € de capital social et 17 000 € de compte courant d'associés. On pourra reprendre un jour. Là, dès lors, on peut aller chercher un prêt bancaire de 45K et on commence à avoir un matelas de trésorerie assez sympa pour avancer jusque son POC. On peut aussi aller chercher une autre aide à la faisabilité. Alors, en Ile-de-France, si vous avez la BFT, vous ne pourrez pas aller chercher une OVAP faisabilité. Qui est aussi plafonné à 30K parce que ce sont des dispositifs qui se chevauchent. Et d'ailleurs, l'Innovap faisabilité, c'est étudié par la BPI. Par contre, en région, vous pouvez avoir une aide type, par exemple, à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, le Pass Startup, qui lui peut être sollicité en complément de la bourse French Tech. Mais en Ile-de-France, j'ai déjà vu des dossiers qui à la fois vont chercher une BFT plus un Innovap FESA, mais c'est quand même très rare, donc ne comptez pas dessus. Essayez plutôt de voir si vous avez un projet qui peut être compatible avec un concours iLab qui doit être sollicité avant les 2 ans
de votre entreprise. Petite précision, si jamais vous avez la chance d'être lauréat de la Bourse French Tech Émergence, vous n'avez pas 2 ans, mais 3 ans pour présenter le concours iLab. Et vous avez même une autre chance, c'est-à-dire que si vous ratez une première fois le concours iLab, vous pouvez le postuler une deuxième fois uniquement si vous êtes lauréat Bourse French Tech Émergence. Euh, Dès lors que vous avez réuni ces financements et engagé les premières dépenses et que vous obtenez enfin votre preuve de concept, mais là, il va falloir, je vais repasser la parole à Florent, mais engager les démarches pour votre levée en précide. Effectivement, et c'est là où on voit ce chemin et cette roadmap qui est intéressante sur, OK, maintenant on a financé, comme l'a très bien expliqué Gaylord, en pouvant aller chercher donc à la fois de la dette, à la fois des subventions. On a eu des fonds propres à hauteur, dans notre exemple, c'était un tiers, un tiers, un tiers, pour 1 000 € de capital. Donc, ou alors, disons 3 000 €, c'est plus simple, 1 000 € chacun, on s'est mis d'accord. Et donc là, on a pu avoir cet effet de levier avec les subventions, avec ces aides institutionnelles. Maintenant, aller chercher là, un premier précise, un amorçage, souvent ça peut être fait sous forme de BSR, on en a parlé, ça peut être aussi fait sous forme d'augmentation de capital. L'idée en fait, c'est qu'on va chercher des investisseurs privés. Pareil, on en a un petit peu parlé, le profil de ces investisseurs, ici généralement c'est plutôt des business angels, mais pas que. Par exemple, nous sur la plateforme qui génère du coup toute la documentation liée à ces financements privés, prenons l'exemple d'un BSR, on en a fait avec des investisseurs, des fonds d'investissement, des VC, qui ont mis et fait des opérations à hauteur de 500 jusqu'à 700 000 € sous forme de BSR. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a su créer un concept, un premier MVP, donc c'est vraiment le minimum viable product, donc qui permet d'avoir une petite idée de ce qu'on va construire, voire même un peu plus. Donc là, l'équipe de 3 personnes, des cofondateurs dont je parlais, il y a une personne plutôt opérationnelle, une personne plutôt technique et une personne plutôt marketing, disons. Complémentarité parfaite, des personnes qui ont déjà un peu d'expérience, qui étaient dans l'écosystème, et ce qui va permettre d'aller chercher des investisseurs, des business angels. Et donc là, si on va lever, disons, allez, 200 000 € sous forme de BSR, ça veut dire que c'est des quasi-fonds propres, comme le disait Gaylord et comme on l'a présenté. Et donc, ces 200 000 €, ça va permettre de faire ensuite un effet de levier sur les aides publiques. Donc, à ce moment-là, bien sûr, il faut corréler ça aussi, juste avant de te passer la parole, Gaylord, avec un chiffre d'affaires. Souvent, quand on va chercher des business angels, ça dépend encore une fois, tout principe supporte des exceptions, mais quand on va aller chercher donc des investisseurs, ils aiment bien qu'il y ait déjà des revenus parce que ça montre qu'il y a déjà une preuve comme quoi vous répondez à une demande par rapport au marché que vous adressez. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse. Et si on revient sur on lève 200 000 € sous forme de BSR, ensuite on a un effet de levier qui peut être envisagé. Ouais, on a un beau levier à faire. Dès lors où vous avez concrétisé cette levée, et même un petit peu avant, je vais être précis, c'est une excellente nouvelle parce que là, vous allez pouvoir, si je puis dire, dérouler sur la suite des financements. La première chose à savoir, c'est que la BPI propose un prêt d'amorçage qui vient féliciter votre levée de fonds. Donc, il y a 2 niveaux de prêt d'amorçage. Il y a le prêt d'amorçage classique et le prêt d'amorçage investissement, son grand frère. Pour une levée à 200K, on va se contenter du premier niveau. Car on va pouvoir aller chercher 100 000 € de prêt d'amorçage. Donc, c'est un prêt avec 2 à 3 ans de différé et 6 ans d'amortissement derrière. Donc, ça vous laisse largement le temps de dérouler votre map innovation et d'accélérer la croissance de votre chiffre d'affaires. Ça vous donne beaucoup de sérénité. Donc, 50% du montant levé en prêt d'amorçage à 3,5%. Donc, 3,5%, ça peut paraître élevé compte tenu du marché des taux et du taux de l'Euribor à date. Cela étant, ça coûte forcément moins qu'une dilution complémentaire. Donc, faut bien retenir que pour moi, c'est même pas une logique d'optimisation. Ça me semble incontournable de solliciter la puissance publique pour renforcer votre trésorerie. Alors là, attention, il ne s'agit pas de fonds propres, c'est pas avec un prêt d'amorçage, on va pas. Mais vous avez déjà fait le travail. En fait, votre levée en seed vous a permis de renforcer vos fonds propres et de prétendre à de nouveaux dispositifs. En complément du prêt d'amorçage pour un projet innovant, on va pouvoir aller chercher une aide à l'innovation. Donc l'ADI de la BPI, on pourrait aussi aller chercher un prêt inno, mais le prêt inno, on va voir ça plus tard. Et l'aide à l'innovation, elle va correspondre au pire à 50% également. Alors, encore une fois, tout dépend de votre assiette de dépenses et du coût que suppose votre projet d'innovation. Mais souvent, ce sont des coûts importants parce que c'est une phase où on commence à internaliser des compétences
des ingénieurs, des data analysts. Donc, quand je dis des ingénieurs, c'est pas du dev UX, hein, c'est soit du dev profond, soit de l'analyse de données, des problématiques IA, qui vont vous permettre de mener à terme votre projet Dino. Donc là, on arrête la sous-traitance, on commence à internaliser en CDI des compétences clés pour mener à terme votre projet Dino. Dès lors, on va pouvoir, en complément du prêt d'amorçage et de l'ADI, finalement on arrive à 1 pour 1 hein, entre le cumul du prêt d'amorçage et votre ADI, vous doublez le montant, enfin vous arrivez à 204 financements de prêt en complément de la levée. L'aide à l'innovation, ça va être un taux de 1%, 3 ans de différé, 6 ans d'amortissement, donc 6 à 8 ans d'amortissement, pardon. Donc ça vous laisse aussi de quoi travailler sereinement sur votre projet Dino. Et là, dès l'instant où vous avez des salariés CDI, enfin des ressources R&D en CDI, vous pouvez commencer à réfléchir à solliciter un rescrit pour obtenir le statut de jeune entreprise innovante qui vous permettra de bénéficier d'une réduction de charge de 47% à 23% sur les effectifs R&D et de solliciter du crédit d'impôt recherche sur les heures sur les heures effectuées sur les tâches de R&D. Je m'arrête là sur le CIR. C'est un sujet qui pourrait mériter un webinar en soi. C'est assez technique, mais en même temps, faut bien le garder en tête. C'est pour moi le JEI et le CIR des sujets incontournables quand on a la chance entre guillemets de mener un projet d'INO. Une fois qu'on déroule sa roadmap, enfin, ces investissements, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités, monter en charge en termes de volume d'activité, et puis la série A se profile. Et là, je laisse la main à Florent pour nous parler du financement privé dans le cadre d'une perspective de croissance. Complètement. Et là, on va aller très vite parce que je pense que la logique est un peu la même, vous l'avez compris. En fait, on a ces effets de levier et typiquement, quand on va faire une levée de fonds, disons, à ce stade de croissance, donc on vient de passer l'étape, on a levé 200 000 euros, on a pu mettre en place les mécanismes donc d'aide et de financement institutionnel qu'a très bien décrit Gaylord. Maintenant, allez, dans 12-18 mois, disons 18 mois, ce qui est la moyenne généralement entre une levée de fonds plus les aides et le financement qu'on peut avoir donc sur quoi on vient d'expliquer, c'est généralement cette moyenne de 12-18 mois que les startups ont entre un financement et un autre financement. C'est qu'on observe en termes de pratique. Et donc là, après, dans les 12-18 mois, vient la levée de fonds. Là, il va se passer plutôt une augmentation de capital. On a déjà des chiffres, on a déjà dépassé, on a recruté une partie, justement, comme le disait Gaylord, d'ingénieurs. Maintenant, on va faire cette levée de fonds, on va fixer une valorisation parce qu'on parlait de BSR, donc en 200 000 euros. Maintenant, on va lever 1 million d'euros. 1 million d'euros, généralement entre 20 et 25% de dilution, ce qui fixe une valorisation. Donc, on va mouiller, mais bon, à ce stade de financement, disons qu'on fait le seed là, on va croître. Généralement, c'est ce qui est fait. Après, c'est des négociations avec les fonds d'investissement, s'il y en a, ou avec les investisseurs, si ce sont d'autres profils. Et donc, ça va donner une valorisation de combien pour 1 million? Si on se dit c'est 25%, vous vous souvenez un petit peu de la règle de 3 que j'ai faite tout à l'heure pour les 100 000 euros pour 20%, là c'est pareil, 1 million pour avoir 20 ou 25%, c'est entre 4 millions et 5 millions de valorisation qu'on dit pré-monnaie. Donc, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas le financement. Si c'est post-monnaie, on a juste les 1 million à la valorisation de 4 ou de 5, ce qui donne 5 ou 6 millions post-monnaie. Voilà pour cette partie. Et donc là, après, pareil, la logique est la même. Il y a un effet de levier. Donc très rapidement, comme ça, on peut passer aux questions. Gaylord? Oui, alors là, on est dans un contexte où il y a de la traction commerciale, donc on va pouvoir retourner voir la banque et aller chercher un financement un peu plus important. La taille de bilan, enfin, il y a de l'ampleur sur la taille de bilan, donc la question de la caution dirigeant sera plus accessoire également. Il y a encore des garanties de la BPI. Au moins 50% de contre-garantie. Et puis, on va pouvoir aller chercher des dispositifs, encore une fois, un prêt innovation qui va être un peu plus conséquent. Un prêt d'amorçage investissement, qui est le grand frère, hein, j'évoquais tout à l'heure, du prêt d'amorçage, qui va vous permettre d'aller chercher au plus 500 000 euros. En complément de la levée, donc 500K en prêt d'amorçage, 500K en prêt INO, éventuellement un complément d'aide régionale. Il existe parfois dans les régions des aides régionales qui viennent faire du 1 pour 1 sur le financement bancaire. Donc, si vous arrivez à obtenir 100 et 150K auprès d'une banque qui a une appétence sur les projets d'innovation, vous pourrez faire du 1 pour 1 avec la région, donc 150, donc 300K de trésorerie
plus 500 auprès d'amorçage d'investissement et 500 auprès Eno, vous pouvez chercher 1,3 million en fait en financement au sens large. Ce ne sont que des prêts. Il n'y a aucun apport en fonds propres dans ce schéma-là, mais ça vous permet d'avoir un matelas de trésorerie et un jeu de différé d'amortissement qui vous apporte un confort évident pour continuer à non seulement à poursuivre vos projets d'inno, mais surtout à avancer commercialement, parce que là, on est sur du dispositif croissance avec de l'embauche à la clé. Vous commencez à recruter des sales, du support et à garder un œil sur la concurrence. Et pour moi, le bon mix entre le financement privé et le financement institutionnel, c'est un bon moyen de rester en tête ou de ne pas se faire dépasser. Enfin, les aides à l'export ou à l'internationalisation, faut pas du tout se dire que tout est acquis une fois que le chiffre d'affaires se porte bien. Si on commence à vouloir ouvrir des bureaux à l'étranger ou à vendre ses services ou produits à l'export, on a notamment l'assurance prospection qui vient couvrir une grande partie du risque en couvrant les dépenses liées au des sports, faire vos déplacements. À une époque, on faisait des salons, mais aujourd'hui, on peut quand même continuer à se déplacer à l'étranger et ça implique, il y a une prime de risque aussi qui est supportée en partie par la puissance publique sur vos démarches export. Merci encore une fois, Gaylord. Je pense que c'était hyper intéressant et on voit qu'il y a plein de strates dans lesquelles on peut aller et en plus en détail, que ce soit sur le financement privé, sur le financement institutionnel dont tu as parlé. Et maintenant, on peut passer aux questions. Il nous reste 4 minutes. On va dépasser un petit peu ce que je pensais pour les 15 minutes. On pourra éventuellement, s'il y a d'autres questions qui viennent. Donc là, si on balaye les questions, merci encore pour toutes vos questions et votre participation. Alors, donc le crowdfunding, ça, on y a répondu. Et donc là, après, l'autre question, c'était, mis à part, donc merci Gabriel pour ces questions, mis à part le BFT, concrètement, quelles sont les premières aides au financement public qu'un projet FinTech peut solliciter? Je pense qu'on a pas mal balayé dans cette dernière slide ce sujet. À moins que tu veuilles peut-être ajouter un point de ton côté, Gaylord. Non, mais il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Là, on ne peut pas partir du principe que tout le monde immatricule sa structure à Paris ou en région Île-de-France. Le mieux, c'est d'aller sur le moteur finreca.fr, renseigner votre date de création, département d'implantation, niveau de fonds propres. N'hésitez pas à vous projeter. Si vous n'avez pas de fonds propres, dites-vous qu'est-ce qui se passe si j'arrive à réunir 15 cas de fonds propres, par exemple. Ou si vous n'êtes pas immatriculé, projetez-vous à hier, par exemple, au 9 février 2021, pour savoir ce que vous pourrez obtenir une fois immatriculé. Et là, vous aurez accès, en ayant défini vos stratégies, c'est-à-dire vos besoins, est-ce que je veux innover, investir, est-ce que j'ai besoin de trésor, de recruter. Donc, vous aurez accès à la liste exhaustive des dispositifs. On recense 2100 dispositifs financiers. Donc, on ne recense pas les dispositifs d'accompagnement ou de mise à disposition de locaux. Nous, notre curseur, ce sont les flux effectifs de trésorerie. Et sur les 2100 dispositifs, vous saurez quel est ce à quoi vous pouvez prétendre en fonction de votre code d'activité, votre fonds propre et votre département d'implantation. Ça peut vous aider aussi si, par exemple, vous venez de la région Centre-Val de Loire, que vous êtes à HEC, mais vous hésitez entre implanter votre structure sur votre lieu historique, on va dire, ou l'implanter directement à Paris parce qu'il y a un écosystème qui est quand même très favorable. Là, vous pouvez, avec le moteur, répondre à ces questions. Parfait. Il y a une autre question qui est posée par Patrick. Merci encore. Et là, c'est plus de famille. Je vais la prendre, cette question. Donc, c'est le sujet du financement est important, effectivement. Et le compte de The Family finance les startups en incubation avec une levée de fonds. The Family prend un pourcentage du capital. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre approche pour accompagner un projet sur le financement? Alors là, effectivement, on parle de un accompagnateur, une entité donc, qui est, en l'occurrence là, celle dont tu parles, Patrick, The Family, qui effectivement permet d'accélérer des projets qui sont des projets au tout départ. C'est vraiment du très, très, très jeune projet. Et ils ont une logique qui est la leur, et qui est d'accompagner. Et en contrepartie de cet accompagnement, qui est du conseil, l'entrée dans leur réseau, de prendre une part du capital qui est à 5% de mémoire. Et ça, c'est en fait un peu une formule de sweat equity. Qu'est-ce qu'on appelle le sweat equity? C'est je t'apporte quelque chose sans vraiment financer ce projet avec du numéraire, de l'argent, et en contrepartie de ce que je t'apporte, qui est un apport plutôt en industrie, en nature, comme on pourrait dire d'un point de vue juridique. Mais ça veut dire quoi? C'est que je t'apporte quelque chose. Je t'apporte un réseau, je t'apporte une expertise, je t'apporte un cadre, et mes conseils, etc. Et c'est la raison pour laquelle, en contrepartie, moi, je vais avoir une partie de ton capital. Donc, voilà, ça, c'est le modèle. Ce que j'en pense, si il y a beaucoup de startups qui ont pu être accompagnées par The Family, c'est qu'ils ont montré ça depuis 2013. Donc,
Après, il y a, voilà, il y a différents projets. Il y a d'autres organismes qui, eux, ne prêtent pas d'equity. Il y a des organismes qui aident aussi. J'en cite un autre, c'est Pépinière 27, qui aide beaucoup sur toute l'approche dossier pour avoir le PIA ou des bourses French également. Donc, il y a tout un tas d'acteurs qui favorisent et qui accompagnent les projets. Est-ce qu'on s'y retrouve tous dans chacun? À vous de voir. À vous nous, on va pas recommander. Nous, on a plusieurs partenaires, hein, si je parle pour site légal, parce que c'est certainement le cas pour toi aussi, Gaylord, et on a un peu cet écosystème qu'on construit pour avoir des complémentarités et accompagner au mieux les projets qu'on suit. Voilà pour ce point. Et il y a l'autre question qui est posée par Camille. Et Camille, J'ai vu. quel délai moyen? Alors, ça, J'ai c'est vu, ouais, alors nous, on indique sur le site les délais moyens. On a un ratio de prudence hein, globalement sur nos indications. Mais sur le premier cycle, alors tout dépend du point de départ, mais si je considère que votre deck est prêt, tous vos livrables, BP financier, business plan et présentation de votre projet, faut compter entre 6 et 8 semaines pour recevoir vos premiers éléments parce qu'il y aura évidemment des échanges avec les organismes financeurs. Et puis, la bande passante dans BPI 75 au 92 n'est pas tout à fait la même pour le conseiller BPI qu'en Eure-et-Loire. Donc, il y a quand même un sujet aussi sur votre lieu d'implantation. Donc, la vraie réponse, c'est toujours avoir une logique d'anticipation et éviter d'être, enfin, avoir un œil très attentif à votre plan de trésorerie, à votre cash flow, pour pas vous retrouver short cash et de pas accélérer en fait vos demandes de subvention parce que vous êtes short cash et donc de compromettre vos chances. Toujours prendre le temps. Donc anticiper, mais en clair sur le premier cycle, normalement en 3 mois, on est allé chercher aide à la FESA, prêt d'honneur, prêt bancaire et éventuellement un complément régional sur le premier cycle. Et Patrick encore, qui est très actif hein, sur les questions. Merci. Du coup, là, c'est l'approche concept, amorçage, croissance, sont pas suffisamment concret. On a justement essayé de donner un peu plus de concret quand on en a parlé. On l'a découpé de manière concept, amorçage, croissance, comme on se l'est dit, pour de manière un peu, grossière, mais c'est ce qu'on observe nous en pratique hein, et la manière dont on peut financer ces projets. Donc, j'épiloguerai pas trop là-dessus, mais je vais peut-être passer à l'autre question qui est quel est le financement dont on a besoin ou des personnes pour lancer un projet. Donc, bien sûr, humain, clairement, humain, et c'est le principe de départ. Il faut une complémentarité dans l'équipe en termes d'expertise, en termes aussi de personnel, de caractère, hein, si on veut, peu importe, mais clairement, si on veut par exemple monter une startup, il faut quelqu'un, et si il y a une dimension très technique, il faut avoir une personne qui a ses compétences techniques. De la même manière, il faut avoir une personne qui a des compétences commerciales, parce que si on n'est que technique, il manquera la dimension commerciale. Si on n'est que commercial, il manquera la dimension technique. Voilà. Donc après, sur les projets, le financement, je pense qu'on a pas mal parlé également. Et donc, Juste, j'ai la question de Patrick sur l'affiche, sans doute qu'il fait allusion à l'affiche qui est derrière toi, mais je rebondis sur la relation entre la startup et la banque, c'est une question pertinente. Attention, ça c'est un conseil personnel, mais ne considérez pas votre banque comme un seul gestionnaire de flux. C'est bien d'avoir une approche low cost, j'entends bien. Pour autant, faut pas écarter le financement bancaire comme relais de financement de trésorerie, y compris dès la phase de création. Quand on a eu la problématique de PGE au mois de mars pour nos clients historiques, nous on accompagne une centaine de startups qui n'étaient bancarisées qu'auprès de néobanques. Donc c'est très bien les néobanques, mais je pense pas qu'il faut être mono-bancarisé auprès d'une néobanque. Ça a mis du temps avant de débloquer la situation. Et aller voir un banquier traditionnel, une banque de réseau classique type BNP ou Société Générale, juste pour la question du PGE, alors que aucun flux n'avait été confié jusque-là, ça n'a pas été simple. On a trouvé des solutions, mais c'était vraiment compliqué. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a les banquiers qui jouent le jeu sur le financement à la création avec la garantie BPI à 60% quand elle est abondée par la région Île-de-France, Normandie, Grand Est ou PACA, et qui prêtent jusque 50K, hein, le plus souvent pas au-delà, pour les projets innovants. Donc, il faut vraiment considérer le banquier comme un prêteur au sens large et pas le mettre d'emblée de côté. et effectivement, sur le clin d'œil entre la banque par rapport à la fiche, ça, c'est les joies aussi du lockdown, j'allais dire lockdown, du confinement. Non, on est en couvre-feu, hein, mais bref, bon, on ne sait plus trop la différence maintenant.
En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Je crois qu'on a dépassé un petit peu de 4 minutes, mais c'était intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets. Merci beaucoup, Gaylord, encore pour ta participation. Et je mets là aussi dans le lien Finreca. Pourquoi? Parce que effectivement, tu l'as fait aussi au Bah même oui, voilà, j'ai vu la parfait. question. Et tu as vu la question. Génial, on est synchro. Et moi, je vous dis à une prochaine pour un nouveau webinaire. Comme je l'avais dit aussi en intro, on en a plusieurs avec HEC, on aura bien d'autres avec d'autres partenaires. Gaylord, on peut remettre ça quand tu veux sur des sujets un peu pratiques. La complémentarité, elle est évidente, on l'a vu ce matin. Merci. Un petit mot de la fin, peut-être, de ton côté? Bah, avec plaisir pour un nouveau webinaire, peut-être se focaliser sur les dispositifs précis, d'aller un peu plus en profondeur, un peu plus de technicité, mais toujours dans les logiques de partage de l'information, comme sur Finreca, et de permettre à tous les entrepreneurs, entrepreneuses de solliciter des financements publics et de rendre possible de concrétiser un projet, parce qu'on pense que toutes les bonnes idées méritent d'être financées. C'est un beau mot de la fin. Merci encore. Finreca pour les aides et les financements institutionnels. Seed Legals pour la partie privée. On est là, on répond à toutes vos questions. Passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir Merci Florent, à au tous. revoir.